je suis effectivement auteur de Qui veut tuer la laïcité. Je chronique à Clara Magazine Femmes solidaires, qui est un journal féministe et laïque, qui donne la parole à celles qu'on entend peu ou pas assez, et qui propose une réflexion sur le rapport de domination, et notamment la domination masculine. Et oui, je travaille à Charlie Hebdo, un journal qui fait son job de journal satirique, défendre des principes, des idées, combattre celles qui lui semblent dangereuses, abjectes, néfastes, un journal sans tabou. Les politiques, le monde médiatique, les riches, les pauvres, les femmes, les hommes et même les enfants y sont représentés. La vie, la mort, le sexe, l'armée, les religions, toutes les religions et toutes les chapelles sont soumises au trait des crayons. Alors, j'ai écrit ce livre Qui veut tuer la laïcité, dit avec Claude Hardy et Nadège Hubert, qui sont journalistes. Les crayons de Biche et Alice, un dessinateur et une dessinatrice de presse, qui sont engagés depuis peu à Charlie Hebdo, mais qui ont souhaité affirmer tous les deux leur engagement sans faille sur la défense de la laïcité, indissociable de la liberté d'expression sans aucun oui mais, et indispensable pour un féminisme universaliste, j'y reviens. Ils le font comme l'ont fait sans relâche les talentueux aînés qui les inspirent et que ni l'un ni l'autre n'a, hélas, jamais rencontré. Cette année, lors des 5e commémorations, 7, 8 et 9 janvier, il a été fortement question de liberté d'expression, et c'est tant mieux. Mais je me doutais qu'il ne serait guère question d'autre chose qui était pourtant visée le 7 janvier 2015, la laïcité. Donc j'ai voulu rappeler dans ce livre que la loi de 1905 a mis fin à 36 années de boucherie guerrière religieuse. J'ai voulu rappeler que la loi de 1905 définit la séparation des églises et de l'État, et sa première conséquence, c'est de permettre à chacun de dissocier l'opinion politique et la vie spirituelle. Et ce que j'appelle opinion politique, c'est l'interaction entre individus libres et égaux. Ce n'est pas dénigrant que de dire que les avis religieux relèvent de la soumission à un, voire à des personnages mythiques. Ce n'est pas dénigrant que de dire que des avis religieux privilégient des croyances sur le savoir. Libres et égaux, c'est déjà la base, j'ai envie de dire le leitmotiv de l'universalisme. Aujourd'hui encore, il faut rappeler ce qu'est la laïcité, ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire la liberté de conscience et non pas la liberté religieuse comme entendu trop souvent, parce que si la liberté de conscience inclut la liberté religieuse, l'inverse n'est pas vrai. Je le dis parce que des propos tenus par Aurélien Taché, par exemple, ex-socialiste, député ex-La République en marche, par Bruno Retailleau, sénateur, passant par Nicole Belloubet, ex-garde des Sceaux, attestent d'un flottement étonnant et dangereux sur la définition de la laïcité. Or, sa défense exige de la rigueur, de la clarté, mais surtout, j'ai envie de dire, de l'honnêteté, en particulier quand on engage sa responsabilité dans une mission politique au service de tous les citoyens. La laïcité n'empêche personne de croire ou pas. Mais la laïcité, ça n'est pas qu'une loi, c'est un état d'esprit. C'est l'état d'esprit de l'émancipation, c'est Marianne qui ne se soumet plus à aucun dieu ni représentant, curé, imam, rabbin, c'est l'égalité entre croyants et non-croyants, c'est-à-dire l'humanité tout entière, et c'est la fraternité qui a aboli toute hiérarchie et tout privilège. Et là aussi, on retrouve ce qui constitue la vision universaliste en ce qu'elle propose un cadre commun qui permet de participer à la vie politique sans avoir à se justifier de vivre avec ou sans Dieu. Or, depuis plusieurs années, sur la liberté de conscience sont accolés des adjectifs inclusifs, permissives, intransigeantes, agressives, punitives et même radicales. Radical, c'est Emmanuel Macron qui a employé cet adjectif lors d'un rendez-vous à l'Élysée avec des représentants religieux des 6 cultes pratiqués en France. Mais
Une émancipation n'est pas inclusive, permissive, intransigeante, agressive, punitive ou radicale. L'émancipation, c'est le pouvoir que l'on se donne d'éveiller sa propre conscience, de s'interroger, réfléchir, douter, choisir, assumer. Ces adjectifs ne sont pas utilisés par hasard, ils servent à dévoyer ce principe émancipateur, et quand elle émane de responsables politiques, la pilule est amère, j'allais dire impossible à avaler. Et à propos d'adjectifs, vous l'avez sûrement remarqué, lors de ces dernières semaines, c'est maintenant la lutte antiraciste qui, elle aussi, est adjectivée. Vieillotte, abstraite, ringard et postcoloniale. D'après certains militants, il faudrait la reconsidérer, la redéfinir, la renégocier. Mais ce combat majeur contre une des formes de propagation de haine n'a pas besoin d'adjectifs, ni non plus de statistiques ethniques, c'est-à-dire raciales. Elle a besoin d'action, avec un grand S au pluriel, sur ce qu'on sait depuis si longtemps. Accès à l'éducation, au logement, aux diplômes, aux formations, aux missions professionnelles à la hauteur des compétences acquises, aux loisirs, à la culture pour toutes et tous, partout, cet accès est en rade. On peut s'interroger sur l'efficacité des plans de sauvetage qui ont été mis en œuvre sans lien direct avec la vie des gens, tout comme on peut s'interroger sur ces rapports commandés, rendus, qui alertaient et qui ont été jetés à la poubelle. Le rapport Aubin, ça date de 2004. Le rapport Borloo, récemment, et tant d'autres. Et souvenez-vous de la réponse de notre président à Jean-Louis Borloo, qui en 2018 avait appelé à changer radicalement la donne en proposant un plan massif de création d'emplois et de reconquête républicaine. Le président avait dit que deux mâles blancs, ne vivant pas dans ces quartiers, s'échangent l'un un rapport, l'autre on m'a remis un plan, ce n'est pas vrai, ce ne marche pas comme ça. Ok, ça ne marche pas comme ça, mais quand même, l'affaire des foulards de Creil, c'était en 89, Babylou en 2008, l'installation de crèches dans les mairies, le procès des caricatures de Mahomet, 2006, les actions menées dans les piscines de Grenoble et de Paris, sont des coups de boutoir portés contre la laïcité, contre la liberté d'expression, contre l'égalité femmes-hommes, etc., etc., en un mot, contre les principes de notre République, parce qu'il s'agit de faire primer des revendications identitaires au nom de groupes constitués en raison de particularismes. Voilà ce qui s'installe dans le paysage politique, bien plus, hélas, que la conquête républicaine. Contrairement à ce qu'affirment certains militants, il ne s'agit pas de nier l'existence de ces particularismes, et encore moins quand ils génèrent des discriminations. Mais oui, il s'agit de refuser le repli identitaire en affirmant quelque chose de simple, ces différences font partie de notre bien commun. Alors que faire? La question est souvent posée. Et si on commençait par promouvoir nos principes? Parce que tout de même, ce n'est ni insultant, ni méprisant pour aucun individu de vouloir distinguer dans la matière brute de nos existences l'intérêt général, c'est-à-dire l'organisation de notre société avec les mêmes principes pour toutes et tous et en même temps. De plus, dans ces associations identitaires, le groupe est une valeur absolue, sans issue, ce qui rend impossible toute désaffiliation, quels que soient les actes commis et les conséquences que cela entraîne. Alors le résultat de ce non-échappatoire, il ne faudrait pas porter plainte contre un individu qui aurait commis les pires méfaits dès lors qu'il appartient à la communauté. Ou bien, pour lutter contre le harcèlement des femmes dans la rue, il vaudrait mieux préconiser l'élargissement des trottoirs
parce que cette bataille menée pour que cessent paroles et actes sexistes ne viserait en réalité que des hommes d'origine différente qui seraient eux-mêmes incapables de comprendre ce qu'est la dignité. Et quant à celles et ceux qui refusent cette appartenance forcée, ils sont traités de collabeurs, d'arabes de service, de bounty, de traîtres, par ces mêmes gens qui serinent en permanence le mot respect et à tout bout de champ. Des témoignages récents, récurrents à l'école, à l'hôpital, dans les entreprises, montrent la pression exercée par ces groupes identitaires pour introduire les incommodements dits raisonnables, c'est-à-dire des exceptions à quoi? À l'intérêt général. Alors comment ne pas bondir quand des élus acceptent qu'un conflit se règle momentanément grâce à l'intervention de représentants religieux, des élus qui se dédouanent ainsi et à bon compte de toute responsabilité. Je parle de ce qui vient de se passer à Dijon, ce qui nous a été présenté comme un affrontement violent entre, guillemets, communautés maghrébines et tchétchènes. Oui, violence il y a eu entre deux gangs mafieux avec leur code d'honneur et leurs propres règles et qui terrorisent les habitants pour gérer leur trafic. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Une rencontre à la mairie, au moins ça. Eh ben non, une rencontre a été médiatiquement organisée dans le jardin d'une mosquée, à l'initiative d'un imam qualifié de bienveillant, mais dont on n'oubliera pas d'indiquer qu'il est le représentant régional des musulmans de France, ex-UOIF, et proche des frères musulmans, un imam qui propose à tous les frères, oui, j'insiste sur le mot, qui propose de signer l'armistice, moi j'ai envie de dire plutôt un accord de trêve, et qui, pour ce faire, a convié un imam tchétchène venu, lui, de Dole. Mais quel bras d'honneur, et je reste poli, lancé à la République. Comment on peut encore nier ce qui est dénoncé depuis des années, à savoir l'objectif de ces représentants dont la seule légitimité, la seule, est religieuse. L'objectif d'influer sur les décisions politiques au nom de groupes constitués sur des croyances et qui plus est sans existence élective et donc sans autorité validée. Oui, violence, il y a eu à Dijon, celle des images, et pas celle de l'équipe de France 3 Bourgogne. On ne les aura pas vues. Elle s'est faite insulter, voiture caillassée, et elle a dû fuir alors qu'elle couvrait cette actualité. Non, je parle des images de ces jeunes gens postés sur les réseaux sociaux, munis d'armes lourdes, signifiant ainsi qu'ils étaient prêts à en découdre violemment pour protéger leur territoire. Et dans un premier temps, la seule interrogation médiatique qui prévalait, consistait à savoir si c'était de vraies armes de guerre ou bien des joujoux en plastique. Non mais franchement, et la seule réponse du maire, qui censément connaît bien la ville, ces armes ne proviennent pas du quartier des Grésilles, ni d'aucun quartier de Dijon, elles viennent d'ailleurs. Tout comme les fauteurs de troubles, eux aussi, ils viennent d'ailleurs pour mettre à mal la tranquillité des quartiers. Se défausser sur des étrangers venus d'ailleurs, c'est exactement la même ignominie qui a été commise par Paris Match, qui a titré en une de couverture Alerte aux Tchétchènes, enquête sur une communauté discrète et inquiétante. Et dire que le maire de Dijon s'appelle François Rebsamen, qu'il faisait partie du pôle sécurité du candidat François Hollande, seul d'ailleurs autorisé à s'exprimer sur cette question au nom du candidat, et dont un des axes de travail pour aborder le sujet sécurité consistait notamment à la mise en œuvre du rapprochement de la police et de la population. Et bien, quel ratage et quelle honte, et avec elle, belle victoire du clientélisme pour acheter la paix sociale. Quelle erreur gravissime de ne pas promouvoir la seule communauté qui vaille,
la communauté nationale et sa citoyenneté. Et au final, quelques questions. Qui doit agir pour que tout à chacun soit protégé? L'État et ses représentants ou des milices gangs avec des changements de chef au gré des rentrées-sorties de prison? Qui doit sanctionner ceux qui empêchent cette tranquillité? La vendetta ou le tribunal de la République avec l'application de nos lois, les mêmes pour tous? C'est quand même fou de devoir rappeler à certains élus que nos lois ne sont pas des contrats particuliers passés entre des communautés. C'est quand même fou de devoir rappeler que la République ne saurait être un millefeuille d'identités compétitrices entre elles, mais bel et bien un ensemble d'êtres humains, tous liés les uns aux autres sur une même planète. C'est quand même fou de devoir rappeler que la démocratie ne connaît pas eux et nous et eux, mais des citoyens. C'est quand même fou de devoir rappeler que la liberté d'expression, qui englobe des idées qui déplaisent, choquent, heurtent, est utilisée par et pour des citoyens qui exercent leur esprit critique. C'est quand même fou de devoir rappeler que l'égalité femmes-hommes concerne toutes les femmes et tous les hommes, et que quand une femme est agressée, on la défend, qu'elle porte ou non un voile, parce que l'agression, la menace, l'insulte, la diffamation sont des délits. C'est quand même fou de devoir rappeler que la laïcité ne protège pas les croyants ou les non-croyants, mais des citoyens. Et c'est quand même fou de devoir rappeler que par la qualité de la citoyenneté, le résultat des suffrages en tant que volonté citoyenne majoritaire est la seule règle qui vaille. Et c'est bien ce qui gêne les identitaires en tout genre, mais pas seulement eux, ceux aussi qui s'exonèrent de toute honnêteté intellectuelle, de toute connaissance historique, en remettant au goût du jour les mots racisés et son pendant non racisé, tout en essayant de nous faire avaler que cela n'a rien à voir avec un caractère biologique, mais seulement et uniquement avec une construction socioculturelle associée au ressenti du fait colonial. Alors pour le dire simplement, oui, il y a des majorités et des minorités, quel que soit le sujet traité, c'est certain. Les défenseurs du Queen Amman 100% pur beurre sont un groupe minoritaire, c'est sûr. Mais est-ce que ce rapport majorité-minorité se traduit par une volonté dite naturelle d'invisibilité? Est-ce que cela implique un irrépressible besoin d'oppression? Est-ce que le non-racisé, le privilégié blanc donc, porte en lui les germes criminels pour tuer le racisé? Ce glissement qui commence par la sémantique est véritablement dangereux et promeut l'apartheid. Et vous remarquerez que dans cette folle course identitaire, l'offensive religieuse n'est jamais loin. Souvenez-vous de ce qui s'est passé pendant le confinement, des messes célébrées alors que la plus stricte consigne de fermeture de lieux non indispensables à la vie du pays devait être appliquée partout, ou bien de cette exigence des évêques avec cette revendication, l'ouverture des églises avant celle des théâtres, cinémas, salles de concert, stades, etc. L'État chez lui, l'Église chez elle. Ces mots ont été prononcés par Victor Hugo en 1850 à l'Assemblée nationale. Je le dis parce que cette phrase résume bien ce qu'on appelle l'émancipation laïque, celle de notre République qui ne reconnaît aucun culte et qui n'en exclut aucun, à la condition, dans les deux cas, que leur expression et pratique ne contreviennent jamais à aucun ordre public. Autrement dit, les mêmes droits, les mêmes devoirs, droits qui ne croient pas ou changent de religion. Les droits des uns sont inséparables des droits des autres. Ça, c'est la base de l'universalisme. Il ne s'agit nullement
de gommer des différences. On peut adhérer, douter, rejeter des dogmes. Et on a le droit au libre exercice d'un culte, comme on a le droit de blasphémer, c'est-à-dire de se moquer du sacré et non pas des personnes. La bataille pour l'égalité des droits menée et qui doit continuer à l'être signifie en France la liberté d'en jouir et met en avant la fraternité dans le sens où elle ne doit privilégier ni les unes ni les autres. Et quand cette jouissance est empêchée ou contestée, ce sont les tribunaux qui doivent intervenir et pas les kalachnikovs. Il ne s'agit pas de nier, de cacher l'héritage socio-culturel de la colonisation, notre héritage, ni non plus d'ignorer les nombreuses insuffisances dans la transmission mémorielle. Par contre, il faut savoir comment on fait vivre le passé de tous ces faits dans notre présence et au service du futur. Oui, il faut nommer chaque responsabilité, tirer toutes les leçons de nos heures sombres pour qu'elles ne se reproduisent jamais, un objectif bien différent que celui qui propose sans cesse un report de culpabilité sur toutes les générations. L'universalisme qui est en soi toujours en mouvement, qui est un processus de la pensée, qui s'inscrit dans les conditions contextuelles de chaque époque. On n'oublie pas celle où les droits des femmes étaient restreints, comme tant d'autres droits pas encore acquis d'ailleurs. Et oui, il a fallu mener bataille pour inverser un rapport de force défavorable à l'émancipation. Mais cette conquête, elle a eu des résultats, c'est ce qu'on appelle des acquis démocratiques. Il faut protéger et il faut continuer à bâtir. Rappelons-nous qu'il y a beaucoup de pays qui manquent dramatiquement de liberté, mais aucun n'en a trop. Aucun ne connaît l'égalité parfaite. Oui, la réalité sociale ne coïncide jamais exactement avec la philosophie de l'universalisme, mais l'universalisme contribue au progrès nécessaire dans cette réalité sociale. Oui, l'Europe du XVIIIe était très majoritairement blanche et les décisions étaient prises majoritairement par des hommes, alors ça, c'est incontestable. Mais sans ces premières pierres vers l'universalisme, tous ces militants d'extrême gauche, d'extrême droite, qui se rejoignent dans l'obsession acharnée de l'identité et avec elle l'éloge de la pureté, des militants qui partagent un peu trop souvent un même antisémitisme fédérateur, oublient juste qu'il n'y aurait pas de liberté d'expression aujourd'hui, ni abolition de l'esclavage, qu'il n'y aurait pas eu d'abolition de l'esclavage, pas de décolonisation, pas de droits civiques, pas d'afroféminisme ni de féminisme islamique, puisque pas de féminisme du tout, pas de liberté religieuse, puisque pas de liberté de conscience. Et sans la séparation des pouvoirs de l'Église et de l'État qui découle du siècle des Lumières si décrié, pas de contraception, ni d'interruption volontaire de grossesse au nom du sacré droit à la vie. Voilà pourquoi le féminisme est indispensable du combat laïque et aussi parce que tous les chefs religieux ont en commun une vision régressive des droits des femmes. L'universalisme avec dans son socle l'humanisme qui englobe tout être humain, quel que soit son sexe, sa couleur de peau, sa foi, cherche à atteindre un horizon collectif, ouvert et généreux dans lequel chacune, chacun a sa voie, son chemin. Et ceux qui me manquent tant aujourd'hui ont contribué avec leur crayon à ce mouvement philosophique, politique, universaliste. Merci à vous.